cette 20e édition du Salon du Livre et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec nous notre Aito, notre aventurier Tehura Yorana Tehura. Alors aujourd'hui évidemment on va parler de ton dernier livre qui vient de paraître aux éditions Au Vent des Îles, Aventurier dans l'âme. Mais avant j'aimerais aussi qu'on parle d'un autre livre puisqu'il parle aussi d'une autre passion qui est donc la cuisine. Donc c'est un livre, il y a quoi, 40 recettes il me semble. Donc Tehura, aventure culinaire, toujours aux éditions Au Vent des Îles. Aujourd'hui, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu fais, tu cuisines toujours, tu as toujours ton food truck. Oui, aujourd'hui je roule toujours avec le Manatoa depuis 5 ans maintenant et puis bien avant ça, je proposais en fait des ateliers de cuisine à domicile. Donc sur le coup, c'est moi qui allais directement chez les personnes et puis voilà. La cuisine est en tout cas toujours présente dans mes projets depuis une dizaine d'années que j'en ai fait mon métier. Et donc, donc on peut voir, il y a de l'apéro, entrée dans l'aventure. Culinaire et sortie aussi entre-temps. Ouais. Et ça va de l'apéritif à l'entrée, plat et dessert. Ok, s'il fallait demain que tu nous invites, Tehura, qu'est-ce que tu nous ferais par exemple? Là je vois, purée, mais il y a plein de trucs. Bon là, toi tout de suite, je prendrais chair de crabe et mayonnaise à l'ancienne. Forcément une cuisine du moment avec les produits de saison sélectionnés au mieux. Et puis, on ira au feeling aussi. Ouais. Regardez-moi là, c'est mini brochette d'ananas et gambas. Quoi. Non mais ça a l'air succulent. Pourquoi est-ce que je voulais aussi parler de ce livre aussi? En fait, je suis venue avec un petit cadeau pour toi. Yeah. J'ai pensé à toi hier soir parce que évidemment, pour ceux qui suivent Koh Lanta, hier soir, il y avait l'épreuve, une épreuve et le confort, c'était du chocolat. Parce qu'en ce moment, ils sont à Fidji. Et donc, ceux qui ont gagné l'épreuve de confort, donc c'était, ils visitaient la ferme de cacao et c'était l'épreuve de confort, c'était le chocolat. Donc, je voulais t'offrir du chocolat d'ici, des marquises. Je crois qu'il ne va pas tenir l'interview. Tu peux le manger pendant l'interview si tu veux. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est génial. Je me dis à chaque fois que je vois, parce que bon, ce qu'on voit en ce moment pour Koh Lanta, tu n'es pas dedans, mais tu suis toujours, tu as toujours ta communauté. Toujours. Qu'est-ce que tu penses de ces aventuriers-là, de cette saison d'aventuriers qu'on voit actuellement? Tu sais, chaque saison a son lot de surprises aussi et la production essaye aussi de donner de la nouveauté. Donc avec 4 équipes cette année d'entrée, c'était plutôt pas mal avec 4 saisons, les 4 tribus, voilà, entre le nord, sud-est, ouest. Et j'étais moi aussi très surpris, agréablement surpris d'ailleurs, parce que ça donne plus d'enjeux du côté stratégie. Il y a peu de monde en fait par équipe, et donc les stratégies, il n'y en a pas énormément. On n'a pas trop le choix en fait. Il faut gagner le plus d'immunité pour ne pas se auto-éliminer à 5 ou 6, je crois, au départ. Et ils en sont presque à la fin. Je crois qu'ils sont 6 là maintenant. Et depuis la réunification, il y a eu beaucoup de combativité aussi, notamment chez les femmes, qui se sont beaucoup révélées à partir de cette réunification. Et donc, je suis en tout cas cette saison de très près, quand je peux. Moi, maintenant avec un peu de décalage. Et est-ce que comme nous, parce qu'à chaque fois que moi je regarde Koh Lanta, mais j'imagine que je ne suis pas la seule, quand on est en famille, c'est quand même bizarre qu'on a envie de manger en regardant Koh Lanta. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans l'empathie. Carrément. C'est dur, mais je ne sais pas pourquoi. Tu vois, hier soir, on était en train de manger notre glace au chocolat en les regardant. C'est carrément, parce que moi aussi, je le fais. Et il y a pas cette saison en tout cas, mais la saison d'avant et les précédentes saisons, tous les vendredis soirs, et je publiais de temps en temps ma tablette de chocolat quand je regardais Koh Lanta. Et donc tout le monde, en fait, tous ceux qui me suivaient sur les réseaux, faisaient pareil aussi. Ils me montraient leur tablette de chocolat, leur pizza du moment pour regarder Koh Lanta. Et donc c'est drôle que tu en parles, parce que je le fais aussi. Oui, donc de toute façon, quand on est en famille, on est là en mode qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est vendredi, il y a Koh Lanta. Et ça me fait penser à autre chose. Donc, quand tu as sorti ce livre-là,
est-ce que c'était des recettes de famille ou est-ce que c'était complètement de la création et comment est-ce que tu es arrivé à être chef aussi? En fait, c'est les deux. Donc, il y a des recettes de famille, il y a des recettes typiques aussi de chez nous, hein, comme le poisson cru. Il y a une recette aussi que j'ai ramenée du Cambodge lors de ma saison, une saison au Cambodge. Voilà, j'ai vraiment adoré ce moment passé avec la famille cambodgienne qui nous avait reçus et j'ai gardé sa petite recette de sa maman, enfin de la maman à l'intérieur. Et puis il y a de la création aussi. Donc c'est quoi pour toi ce livre? C'est aussi un aboutissement ou c'est juste le début justement d'une aventure? Non, je pense que c'est plutôt un début d'aventure pour commencer déjà à partager un peu de ma cuisine, une partie en tout cas, et de notre cuisine polynésienne aussi. Et donc, je pense, quand le restaurant, parce que le projet qui me tient vraiment à cœur, c'est le restaurant, et à partir de ce restaurant-là, je pourrais élargir un peu plus ma carte et certainement, pourquoi pas, un deuxième ouvrage culinaire. Il est en train de nous annoncer qu'il y a peut-être un deuxième tome. C'est en réflexion en tout cas, projet, mais voilà, il y a encore un bon bout de chemin avant d'y arriver. Alors je regarde en même temps les amis, si toutefois vous avez des questions, parce qu'on est en plein live Facebook, donc j'essaierai de regarder de temps en temps s'il y a des questions. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. Donc, cette saison qui se passe actuellement sur Koh Lanta, tu parlais il n'y a pas de stratégie. Enfin, pas tant que ça, mais tu vois, tu parlais de stratégie. J'aimerais qu'on revienne sur justement la stratégie pour parler de ce livre aventurier dans l'âme. Toi et la stratégie, c'est complètement… Parfois, je me demande ce que c'est comme mot, enfin, ce que signifie vraiment stratégie. Hein. Donc, non, mais c'est vrai que dans l'aventure de Koh Lanta, le côté stratégie, j'ai vraiment du mal à suivre, à mettre en place quelque chose pour moi avancer et éliminer les autres, ou alors faire éliminer les autres. Enfin, pour moi, déjà, c'est dur à survivre, en fait, côté physique, mais aussi côté par rapport aux autres, de survivre aux autres, parce que ça va tellement vite, tellement vite. Du jour au lendemain, les alliances se reconstruisent. Et bon, un tel a dit ça, et puis non, finalement, c'est pas ça. Et ça me monte déjà à la tête tout ça, et parce que j'arrive pas, c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se rapprochent un peu à ma personnalité, mais parce que à la base, je viens pour vivre une aventure humaine, une belle aventure, pour me confronter aux épreuves, confronter aux autres forcément, et puis ne rien regretter surtout de tout ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ta toute première participation. Est-ce que les participations d'après, du coup, comme tu l'as fait une fois, deux fois, troisième et arrivé à la quatrième fois, est-ce que finalement c'était plus simple ou au contraire c'est beaucoup plus difficile à chaque participation? Non, c'est jamais facile en fait. C'est jamais facile. Et d'autant plus que quand on revient sur un Koh Lanta spécial avec des anciens aventuriers aussi, on se connaît en fait. On se connaît, ils me connaissent déjà et donc ils savent déjà comment je fonctionne. Et c'est plus facile aussi de mettre des stratégies et des alliances comme ça. Et c'est jamais facile. Et donc physiquement aussi, Koh Lanta, faut pas croire que quand on a déjà fait une ou deux fois, qu'on ne galère pas. Hein. C'est vraiment dur physiquement et psychologiquement. Et il y a toujours au fait cet éloignement de ma famille aussi qui me touche énormément à chaque aventure. On se souviendra toute notre vie, je pense, du doudou de ta fille. C'est ça. Et on a beau avoir fait déjà une, deux, trois fois, quand on y revient, on est toujours éloigné de sa famille en fait. Et vu que moi j'ai grandi dans un cocon familial qui est, comment dirais-je, qui est fort en fait. Voilà, on a toujours eu du mal à se séparer. D'ailleurs, quand je suis parti de Taha pour venir sur Tahiti d'abord, ça n'a pas été facile et encore moins quand je suis parti en France. Et bien là, c'est pareil, moi, c'est de laisser mes enfants loin
Aujourd'hui, parfois, ça me manque un peu. Hein. Même là, actuellement, parce qu'ils sont tous donc, en métropole et toi, tu es ici. Donc, c'est aussi c'est une autre aventure encore. Hein. J'aimerais qu'on déroule un petit peu. Il y a plusieurs parties. Dans ce livre, moi, ce que j'ai vraiment aimé déjà, c'est, j'étais émue parce qu'effectivement, c'est une autobiographie déjà. C'est-à-dire que pour ceux qui sont vraiment fans de l'aventure et fans de toi, évidemment, tu te confies, tu parles un peu de tout. Donc, on parle de Taha, donc de ton île. Ensuite, ton départ, Koh-Lanta, et puis l'appeler Koh-Lanta. Là, on est encore, mais on l'appelait Koh-Lanta. Et déjà, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'était notamment les préfaces. Donc en fait, il y a deux préfaces. Hein. Il y a une préface de Julien Magne, donc c'est le producteur de Koh-Lanta, et de Denis Brogniart, le présentateur. Et par exemple, moi, je vais juste vite fait lire quelques passages, mais par exemple, le producteur disait, voilà, dès le départ, l'histoire retiendra qu'un prénom de prime abord difficile à prononcer, qui est devenu en moins de temps qu'il ne faut pour le dire le premier synonyme d'aventurier pour tous les Français. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait tous, les gens t'appellent Tehé, parce que voilà, c'est peut-être plus simple que Teheura. Pourtant, Heura, je m'appelle Heura, c'est pas si simple, si difficile que ça, mais tout le monde t'appelle Tehé. Et c'est vrai que quand il marque que tu es entré dans le cœur du plus grand nombre sur la pointe des pieds, mais en prenant à bras le corps chacune de tes 4 aventures, c'est quand même fort en fait. Ouais, j'ai été très touché hein, quand j'ai reçu son texte. Et puis même, juste pour vous faire une petite parenthèse, il y en a aussi qui m'appellent Koh-Lanta en fait. Hein, oui, j'imagine. On retrouve bien là dans son texte le fait que j'ai vraiment marqué, et j'en suis conscient aujourd'hui, que j'ai vraiment marqué l'histoire de Koh-Lanta. Parce que là, tu vois, par exemple, je regardais sur les réseaux sociaux, tu es suivi par plus de 170 000 personnes, 140 000 personnes sur Instagram. Ça dépend sur quel Instagram, 280 000. Ah oui, quand même, 280 000. Donc, c'est vraiment, effectivement, quelque chose d'important aussi pour toi, de garder contact, d'être toujours présent. Oui, parce que je crois que c'est un des moyens, en fait, le plus accessible pour moi pour la remercier, de me suivre, de me soutenir dans chacune de mes aventures. Et donc, c'est aussi important de garder ce contact pour les suivre eux aussi et surtout pour les remercier. Hein. Ensuite, l'autre préface, c'est celle de Denis Brogniart. Déjà, la première phase, c'est trop marrant parce qu'il dit « Je ne suis pas encore allé en Polynésie. » Je te vois arriver. Mais depuis que je t'ai rencontré, j'en rêve. Et en ce moment, il est là. Hein? Rêve réalisé? Oui, rêve réalisé. On peut parler de ce rêve réalisé ou pas? Il faudra lui poser la question. Hein. Ce serait bien peut-être de l'avoir effectivement. Voilà. Donc, l'appel est fait, Denis. Il est là en ce moment. Et il met quand même un truc aussi pas mal, hyper fort. Il se compte sur les doigts d'une seule main les aventuriers qui ont toujours fait l'unanimité et tu appartiens à ce cercle très fermé. Je suis touché aussi par cette phrase. Hein. Quand je l'ai lue, je fais waouh. Et du coup, là, on va dérouler ensemble toutes ces 4 parties, 4 grandes parties, en commençant déjà par Taha. Là, tu reviens de Taha. Tu étais jusqu'à quand là? Oui, j'ai passé une bonne semaine auprès de ma famille à Taha, à faire de la pêche, comme tu disais tout à l'heure en off, que tu avais vu ma vidéo des Non, tarao. mais je ne sais pas si vous n'avez pas vu la vidéo. Allez sur l'Instagram de Teheura. La dernière vidéo, il est avec un tweet de IA de trao. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis là, oh, mais ça, frépani, lait de coco, mais laisse tomber. Disons qu'à chaque occasion que j'ai de revenir sur Tahiti, au Fénois, je prends le temps d'aller voir ma famille, la famille, les parents. Et en même temps, je fais beaucoup de temps de pêche. Donc, il y avait un peu de marahamou, c'était compliqué, mais on a quand même eu un bon créneau avec le tonton pour aller pêcher. Donc, tu as pêché, tu as profité de la famille, tu as profité… Je suis aussi allé voir quelques anciens qui restent encore auprès de nous. J'ai toujours eu cette envie de prendre des nouvelles. Mais là, à chaque fois que je viens, je prends aussi le temps d'aller les rencontrer. Donc, ils sont encore là. Oui. Ça, c'est important pour toi, la famille, c'est important. Les anciens, on va dire, les matayapov, nos aînés. Oui, parce que ce sont mes exemples depuis mon enfance. Voilà. Tu en parles, tu parles de tes grands-parents. Énormément, oui. Et donc, ils m'ont tout appris et naturellement, je vais les revoir, je vais les rencontrer, je vais prendre des nouvelles pour
voilà, pour discuter, pour leur dire un peu ce que je suis devenu et ils sont aussi contents de me revoir, quoi. Est-ce que, parce que nous on est tellement fiers, donc j'imagine que ta famille doit l'être encore plus. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si tu as déjà donné une médaille, mais je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, mais tu mériterais quand même aussi ça. C'est-à-dire que, en vérité, même si des fois on n'était pas d'accord parce que tu n'étais pas stratège, on était quand même hyper fiers du fait que tu ne le sois pas en fait. Ah, bien sûr que j'ai reçu une belle récompense de toute l'île. C'était en 2012 déjà avec un accueil mais grandiose où j'arrivais en V1. Qu'on voit d'ailleurs dans le livre. Il y avait quasiment toute l'île et surtout ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est cette haie d'enfants de toute l'école où j'ai passé beaucoup d'années. Et je les vois là avec le orero de la petite de Topuamu, si je ne me trompe pas. Voilà, très touché, j'étais en larmes. Ben oui. Voilà, de toute façon, peut-être ça ne se voit pas, mais tu es vraiment hyper une belle ému. récompense de l'île. Ouais. Et donc, tu parles de ta famille, tu parles de Taha'a. Tu parles aussi du fait qu'à un moment donné, tu vas être déraciné, entre guillemets. Parce qu'effectivement, à un moment donné, au niveau scolaire, en tout cas, il faut partir, quitter l'île. Et déjà là, c'est une première aventure. Ah je parle aussi donc quand je quitte un peu le cocon familial, quand je laisse un peu le Fénois derrière moi, mais sans jamais l'oublier, sans jamais perdre tout ça. C'était pas évident, mais à 20 ans, pour moi, j'étais assez mûr pour pouvoir partir plus loin. Et mes parents ont accepté, mon papa beaucoup moins. Pourquoi? Tu sais pourquoi est-ce qu'il a moins accepté? Parce qu'il est encore plus attaché à ses enfants. Je ne dis pas que maman ne l'est pas, mais elle comprenait en fait ma décision, mon envie d'aller plus loin dans mes études. Et par contre, je ne devais pas, c'était pas prévu que je reste aussi longtemps. Les études, ça va bien, tu vois, 2, 4, 5 ans, il faut revenir et construire la vie ici. Et ma vie, on a fait autrement. J'ai rencontré Céline très tôt. Depuis que je suis arrivé en France, on s'est rencontrés vraiment très tôt. Je suis arrivé en septembre et on s'est rencontrés en décembre. L'année d'après, on s'est installé dans notre premier appartement et puis la vie a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années que tu vis en métropole aujourd'hui? Ça fait plus de 22 ans. Plus de 22 ans. Est-ce que tu penses à un retour un jour, peut-être au Fénois? Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Aujourd'hui, j'ai ma petite famille aussi installée du côté de Béziers en France. J'ai ma société aussi depuis quelques années aussi et pour le moment, on continue dans ce sens-là, dans cette voie. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve aussi demain. Donc, on est comme ça aussi en Polynésie, au jour le jour. Et puis, on profite du présent. Et pour le moment, on en profite nous aussi comme ça. Alors, les amis, pendant que j'écoute Tehura, donc je vois, alors, il y a énormément évidemment de gens qui commentent. Maruru Tehura pour la séance de dédicace, Claudine Chung-hee qui dit ça. Il y en a un, il nous avait déjà acheté tes livres avant le salon du livre, celui de Cuisine pour maman et celui de L'aventurier dans l'âme pour moi. Alors, tout le monde demande comment est-ce qu'on peut obtenir des dédicaces. Donc je ne sais pas si en ce moment il y a des dédicaces ou pas. C'était ce matin à Cali Enjoy au centre Waima de 10h à midi. Sinon, je crois qu'ils peuvent commander en ligne sur le site, sur Lire en Polynésie, là où vous êtes actuellement. Et je crois qu'il y a un lien boutique. Vous commandez, vous demandez la dédicace. Tant que je suis encore là, je peux le dédicacer. Et tu es là jusqu'à? Jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Oui. Ok, d'accord. Pour le salon, en tout cas. Oui, pour le salon. Voilà. Ok. Mais si vous me croisez dans la rue jusqu'avant que je prenne l'avion, je peux dédicacer ton livre avec grand plaisir. Sur la deuxième partie, tu en as parlé un petit peu, donc loin de mon Fénois. Donc c'est le début, on va dire, d'une autre aventure. Donc Taha'a, Tahiti, la France. Comment ça se passe? Comment moi je sais parce que j'ai lu le livre. Oui, voilà. Mais... déjà mon arrivée sur le tarmac de Paris, j'étais comme ça, tu vois. J'avais les savates, mais en short. J'avais un sweater, je crois, de mémoire. Et donc je débarque en plein mois de septembre. Si tu ne connais pas le mois de septembre à Paris, tu vas devant ton frigo, tu l'ouvres. Et tu y es. Voilà. Donc, on t'avait pas prévenu qu'il ferait aussi froid? Si, mais on m'a dit, voilà, il fait froid dans le nord, il fait chaud dans le sud.
je me suis installé dans le sud, hein, direct. Voilà. Mais voilà, écoute, on est comme on est. Voilà. J'ai pas pris le temps de mettre un pantalon. En même temps, à chaque fois que je mettais un pantalon, j'étais pas bien. Oui. Encore aujourd'hui, hein, je précise. Hein. Non, mais tu me diras, moi, j'étais aussi étudiante en métropole et je pense qu'on était tous comme ça, tu sais, en mode jusqu'à novembre, on est encore avec nos savates, quoi. Ouais, non, mais le Tahitien de base, du côté de Montpellier, on nous voyait de loin pendant l'hiver. Hein, oui. et puis oui, bah, c'était une nouvelle aventure. Là, par contre, le pas était beaucoup plus grand. Hein. Déjà, de faire Taha Tahiti, c'était déjà un grand pas par rapport à Taha. Nous, enfants des îles, pour mes parents. Et ce qu'il y a, c'est que j'étais entouré de ma famille aussi ici. Donc ça allait bien, ça allait très bien. Là, par contre, c'est autre chose. C'est un autre monde. Et pour mes parents et pour moi, je ne connaissais vraiment pas grand-chose de la France. Mais voilà, j'avais la chance d'être accompagné à ce moment-là. J'avais mon grand copain d'enfance qui m'a accompagné avec sa grande sœur. Ouais, dans ce livre, où on s'était perdu dans les rues de Paris à vouloir aller chercher le pain. Comme des grands, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, c'est pas à côté. Hein. Ah non. Et il y a aussi Céline, évidemment, qui va être ta famille, en fait. T'en rends pas, en fait, la bouée sur laquelle aussi tu vas pouvoir t'accrocher. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on s'est rencontrés très tôt, très rapidement. Et depuis, on ne s'est jamais lâché, on s'est toujours épaulé dans nos projets communs, personnels et tout ça. Et donc voilà, aujourd'hui, on a une belle vie de famille ensemble. D'ailleurs, c'est elle qui t'a aussi aidé pour l'écriture. Comment ça s'est passé, cette collaboration, du coup, littéraire, on va dire? Ouais, comme je disais, hein, on a toujours été ensemble dans tous les projets, que ce soit avec le food truck, les ateliers à domicile aussi. Elle me faisait toute la partie paperasse, machin. L'écriture d'aventures culinaires également. Sur les photos, c'est elle qui s'en occupait. Sur l'écriture, donc elle avait le stylo et moi la mémoire. Hein, et après, on s'était fait aider sur la correction, la mise en page et tout ça par une amie, par Christian Robert et toute son équipe, ensemble, on a fait un magnifique boulot et qui a sorti Aventurier dans l'âme. Vraiment un bel ouvrage. Je ne m'attendais pas à aller aussi loin en écrivant les premières lignes. Et donc on avait commencé à mettre sur papier au mois de mai à peu près, et donc le livre est sorti au mois d'août. D'accord, donc quelques mois d'écriture. Et comment est-ce que ça a été compliqué pour toi de sélectionner ou tu savais déjà que voilà, avant, pendant, après? Ouais. Alors on a fait des parties, des grandes parties, et ensuite on est venu rajouter ce qui était le plus marquant pour moi, pour éviter de tout écrire et qu'au final, qu'on ne reste pas sur de la quantité, mais plutôt sur de la qualité déjà à la base. Et donc, j'ai vécu énormément de choses, même en 40 ans, j'ai 42 ans. Mais on ne pouvait pas non plus tout écrire parce que il y a des choses qui sont assez intéressantes, mais il y en a qui ont plus marqué dans ma vie, comme le jour où j'avais 5-6 ans, je crois. J'accompagnais les grands à la rivière, ils m'ont balancé dans l'eau et c'est comme ça que j'ai appris à nager, en fait. Tu vois, par exemple, ça me restera toujours. Et ce sont des choses comme ça que j'ai voulu mettre plus en avant que d'autres. Mais voilà, et Aventurier dans l'âme, je pense que c'est vraiment une belle écriture. Ouais. Pour une personne comme moi qui n'écrit pas, qui ne lit pas beaucoup. Oui. Moi, ce que j'ai appris surtout par rapport à Koh Lanta, c'est qu'en fait, l'aventure, elle commence bien avant le premier jour où tu commences Koh Lanta. Et ça, franchement, cette partie, j'ai appris plein de trucs. Pour les fans de Koh Lanta, là, vous allez vraiment apprendre, vous êtes dans les coulisses. Tu nous prends par la main et on vient avec toi dans les coulisses de l'aventure. Et ce qu'on apprend, justement, c'est que en fait, tu as beaucoup, entre guillemets, échoué.
avant de pouvoir être pris, parce qu'il y a des présélections et que c'est difficile en fait. Ouais. Déjà là, c'est difficile. Ouais. Alors pour tout résumer, donc, depuis la première saison de Koh Lanta en 2000-2001, j'ai toujours voulu, je me dis, il faut que je le fasse. Alors, déjà là, ça a commencé déjà un peu dans mon esprit à vouloir le faire. Et bon, finalement, je me suis toujours dit, ils ne vont jamais prendre un gars des îles qui connaît un peu tout, la pêche, tout ça. Et puis, d'année en année, et à un moment, on me dit, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas. J'ai commencé à postuler. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, comme tu disais, hein, ça a pris 3-4 ans. Parce que au début, j'étais trop réservé. J'étais vraiment le Tahitien de base qui ne parle pas beaucoup. Observation. Et encore. Et encore. C'était de la timidité aussi. J'étais face à un jury qui m'envoyait des questions dans tous les sens et j'arrivais pas à finir une seule phrase et qu'il y avait déjà une nouvelle question. Alors, j'ai même pas répondu à celle-là. Comment tu veux que je comprenne celle-là? J'étais bloqué. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché parce t'as été persévérant. Parce que je me suis dit, ils m'ont appelé une fois, ça veut dire que j'ai ma chance quelque part. Hein, c'est qu'il y a quelque chose qui a accroché pour qu'ils m'appellent une première fois. Donc j'ai continué à postuler. En 2010 pour la saison 2011, je sais pas, j'ai peut-être grandi en fait en faisant une petite émission entre-temps en 2009. Je me suis retrouvé dans un autre casting, sauf que celui-là, ils étaient 2 personnes et qui m'ont accueilli, voilà, normal. Enfin, on s'amusait même presque pendant le casting. Et là, j'étais ouvert. Donc, je fais le tournage une semaine, très bien. Et quand je reviens et qu'on m'appelle pour le casting de Koh Lanta, j'étais plus vraiment le même. J'étais bien. Il y avait le même jury. Ils m'ont envoyé des questions, mais là, je ne me suis pas démonté. J'ai répondu à tout le monde. Tu étais plus préparé, tu étais prêt en fait aussi. Oui, voilà, j'étais ouvert. Voilà, j'ai vraiment préparé, je ne sais pas, c'était vraiment plus la même personne. Est-ce que ça a aidé? Alors on le voit dans les images, ton dossier de candidature, avec une création taillée sur mesure. Ah oui, c'est obligé. Évidemment, c'est comme les CV. Enfin, il faut un truc qui il faut sortir de l'eau. Voilà. Il faut sortir du lot parce que à ce moment-là, il y avait environ plus de 25 000 candidatures. C'est énorme, 25 Donc, 000. ça en fait des tas. Ouais. Et le plus souvent, ce sont des papiers, des dossiers, des machins. Et moi, je suis venu avec un tressage de peau de bananier en dossier, chemise. Au-dessus de ça, j'avais gravé un totem en bois, mon numéro d'immatriculation, d'inscription en bois, gravé, voilà. Et donc, j'ai mis tout ça dans un paréo et j'ai fait envoyer. Et ça a fonctionné, hein, puisqu'ils m'ont appelé très peu de temps après. Et après, donc, 2011, pour la saison 2011, ça commence, l'aventure elle commence. Et là, pareil, un truc qu'on apprend, c'est le fameux sac. Parce qu'il faut préparer son pactage, les amis. On ne va pas à Koh Lanta comme ça, et surtout, on ne prend pas trop de choses à Koh Lanta. C'est pas qu'on ne prend pas trop de choses, c'est qu'on nous impose ce qu'il faut prendre, c'est tout. Voilà, donc il y a une liste, et tu auras la liste dans le livre. Donc il faut l'acheter pour celui qui veut aller faire Koh Lanta. Et puis c'est tout en fait. C'est tout, on est... ah oui, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, en même temps, je partais en connaissance de cause. Hein, donc, oui, c'est pas si surprenant que ça, mais quand même. Je me dis, je vais avoir froid avec ça, enfin bref. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je dois prendre plutôt un truc technique? Est-ce que je dois prendre un truc plus serré, moins serré? Il y a beaucoup de questionnements aussi qui se posent. Quand tu plonges dans l'eau, est-ce qu'il faut un truc qui... Voilà. Exactement, mais on ne sait pas en fait. On a beau regarder plusieurs fois l'émission, mais être sur le terrain, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas pareil. Quand, du coup, tu vois encore aujourd'hui les saisons qui passent, les autres aventuriers, est-ce que instinctivement tu te dis, oula, ok, ou quand il y a des épreuves, tu te dis oui, j'étais comme ça, enfin, ça revient, ou juste tu te laisses comme nous, en mode on mange, on regarde le truc. Non, parce que depuis que j'ai fait ma première saison, je ne regarde plus Koh Lanta de la même façon. Je me projette quasiment.
Je me mets presque de temps en temps à leur place sur des épreuves. Ah, moi, j'aurais fait comme ça. Mais tu sais que nous aussi, on était là, on se dit, non, mais Théoura, il aurait fait comme ça, je crois. Et du coup, je commente quand je vois le type d'épreuve, je dis, voilà, il y a des trucs, il y a des astuces. Moi, quand j'avais fait cette épreuve-là, je faisais comme ça, j'en faisais comme ça. Oui. Ouais. Et puis même sur le campement, quand ils vont chercher à manger, ben, moi, je ne regarde pas en fait les candidats. Je regarde ce qu'il y a autour des candidats. À la télé, je regarde s'ils ne sont pas passés devant un pommier. Ou... Genre en mode, ah, ils auraient dû prendre ça. Ah, ça pour le feu, c'est mieux. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. En plus, donc voilà, je le vis quasiment aussi avec eux pendant chaque diffusion. Bah, c'est vrai que quand je repense à tous les Koh Lanta que tu as fait, à chaque fois, je me dis, non, mais c'est bien d'avoir un Théoura dans son équipe quand même. Il te fait le feu, il te fait le truc pour t'abriter, il va te chercher à manger. C'est quand même. C'est tout confort. À la base, si je le fais pas tout simplement, ça veut dire que je fais pareil qu'eux en fait, enfin que la plupart. Donc, si moi je veux me nourrir, ben, je bouge déjà, donc je me trouve à manger. Et puis, bah, forcément, je ne vais pas le manger dans mon coin. Hein. On est en équipe, je partage en équipe. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce partage justement, parce que ça me refait. Parce que je suis encore dans la tête ce tout de troll là. Ouais. Parce que tu me disais, ok, tu en as pêché plein, mais il y a le partage. Bien sûr, parce que bah, dans la famille, on est dans un quartier familial et il y a 4-5 maisons rien qu'autour de mes parents. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller pêcher, quand on revient avec du poisson, c'est pour partager avec toute la famille, tout le quartier. Et même aux copains qui passent à ce moment-là au bord de la route, tiens, prends ton paquet. Voilà. Donc c'est important aussi d'être en fait en vrai. Tu es en vrai ce que tu es en vrai. C'est-à-dire que ce soit à Taha, en métropole, peu importe dans quelle autre île de l'aventure, tu as toujours été le même, droit dans tes bottes, toujours le même. Enfin, c'est le même Théoura. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de. J'ai grandi dans ce monde-là du partage. On m'a inculqué les bonnes valeurs de la vie et que j'essaye aussi du coup de partager un maximum à travers mes actions, à travers mes ouvrages et que j'essaie aussi d'inculquer à mes enfants. Maintenant que voilà, c'est là donc la quatrième partie, l'après Koh Lanta. Aujourd'hui, finalement, si on remonte à tes années voilà, de Taha, est-ce que quand tu vois aujourd'hui tout ce parcours-là, est-ce que tu t'attendais à tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, on est porté par quelque chose, tu vois, on se dit, il y a ce truc-là qui fait que, ok, je sais où je vais et tout machin, mais est-ce que tu pensais que ça irait aussi loin? Du tout. Bah, comme je disais à un moment, les Tahitiens, c'est plutôt au jour le jour. Hein, et donc là, bah non, de toute mon enfance, j'étais loin d'imaginer que je partirais même déjà à Tahiti faire mes études. Parce que non, Tahiti pour nous c'est Paris quoi. Oui. Alors Paris, j'imagine que quand tu grandis sur Taha, c'est un peu ça, tu vois. Oui. Et donc déjà de venir faire mes études sur Tahiti, c'était waouh, je suis à Tahiti. Et là, la métropole, et puis intégrer l'aventure Koh Lanta, c'était vraiment pas loin, c'était vraiment pas dans mes projets. D'ailleurs, mes projets, c'était de faire mes études bac professionnel, BTS et revenir créer ma société ou autre. Bon, la vie, on a fait autrement, encore une fois. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire et au final, quand on regarde bien aussi, comme tu dis, toute mon enfance, sans le savoir, je me préparais à Koh Lanta. Ouais. C'est ça qui est top. Et c'est ça qu'on lit dans ce livre. Et c'est là où tu te dis, bah oui, il y a l'univers, mais il y a aussi des choses concrètes, des faits. Je crois beaucoup à ça, hein, l'attraction, l'univers. Et j'en remercierai jamais assez, je remercie tous les jours aussi. Et la petite anecdote aussi par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé à postuler pour Koh Lanta, j'avais l'affiche du totem de Koh Lanta, c'est une partie du miroir de la salle de bain. Et donc tous les matins, je me voyais à Koh Lanta en fait. Donc voilà, tous les jours, je faisais de l'attraction positive et ça a fonctionné pour moi, hein, j'ai envie de dire. Ce fameux totem qu'on voit justement sur la couverture, que tu lèves.
Là, tu vois, j'ai des frissons parce que je me souviens de, de ce moment où tu lèves, où on se dit, ça y est, il la lève et tout. Ouais. Tu parlais, voilà, tu as toujours voulu entreprendre, donc être entrepreneur pour toi aujourd'hui, c'est important. C'est ta vie d'aujourd'hui. C'est aussi une aventure. Oui, parce que j'ai travaillé pendant quelques années pour des patrons. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même aller un peu plus loin. Et je pense que j'ai la carrure, j'ai les épaules pour monter moi-même mon entreprise. J'ai commencé par être entrepreneur en donnant des ateliers de cuisine à domicile. Et voilà, d'année en année, j'ai évolué, j'ai grandi un peu plus. J'apprends un peu plus sur la gestion d'une entreprise. Et depuis 5 ans, j'ai monté une société avec mon food truck. Et donc, la suite, c'est un restaurant, voire peut-être plus. Une chaîne, on ne sait jamais. Ah non, pas de chaîne, certainement pas de chaîne. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes, mais pourquoi tu ne fais pas un deuxième camion que tu mettrais dans telle ville ou un troisième dans telle ville? Oui, sauf que les gens veulent voir d'abord l'aventurier et je ne peux pas être à plusieurs endroits en même temps. Ouais. Je préfère rester dans ce domaine-là, vraiment, avec ma société, mon food truck, mon restaurant, et ça ira très très bien comme ça, je pense. C'est déjà très bien, oui, effectivement. Par rapport justement à ce côté donc, société, au côté aussi, comment dire, production et tournage, c'est vrai que tu vois, des fois on se dit, il y a peut-être un peu de trucage, et en fait, pas du tout. Non. C'est-à-dire que donc, chaque équipe, chaque personne a une caméra ou une équipe qui le suit. Et il n'y a pas, tu vois, et ça, on l'apprend vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de triche, en fait. Ah non, du tout. Et je pense que même si vraiment il y avait ce genre comme tu dis, de la triche, je ne reviendrai pas une deuxième fois. Ça, c'est clairement sûr. Donc, je viens à Koh Lanta, c'est pour vivre une aventure forte. Parce que quand je regardais à la télé, on voyait vraiment qu'il maigrissait, on voyait vraiment que c'était vraiment à la dure. Et je pense que j'aurais été très déçu s'il y avait des tablettes de chocolat qui tombaient de la poche des caméramans. Donc je ne reviendrai pas encore. Donc là, ça fait déjà 4 saisons. Et voilà. Non, c'est vraiment à la dure. On n'a pas de brosse à dents, on n'a pas de serviette. Oui. On n'a pas de toilette aménagée, il n'y a pas de tout ça. Et c'est tant mieux ainsi. Et qui sont pour toi le ou la aventurière ou les aventuriers qui, toi, t'ont marqué ou qui te marquent encore aujourd'hui? Oui, il y en a eu plusieurs avant moi et quelques-uns aussi après moi. Il y avait eu Grégoire, Freddy, même Tony aussi m'avait marqué à sa façon. C'est Tony, le vrai, avec son chapeau. Très marquant, très grand cœur. Il y a ça aussi, en fait, dans l'aventurier, c'est pas forcément gagner plein d'épreuves. Tony, c'est un homme au grand cœur. On ne peut pas l'oublier. Et ensuite, il y a eu Claude aussi, par sa sportivité, sa hargne et puis son mentalité aussi de vainqueur, même s'il n'a jamais gagné jusqu'à aujourd'hui. Après moi, il y a le petit Sam qui était avec moi en 2011 aussi. Mais, ah oui. Voilà. Et chez les filles, il y en a eu énormément aussi. Hein. Et voilà, en fait, l'aventurier pour moi, c'est pas seulement celui qui gagne beaucoup d'épreuves, mais c'est celui qui partage énormément de choses, que ce soit donc, par rapport aux épreuves, sur le campement, voilà, une mentalité humainement qui m'attire vers la personne en fait. C'est ça aussi être aventurier, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que des fois on pouvait aussi être déçu du fait que c'était pas forcément pour nous celui qui méritait, qui gagnait ou qui allait justement dans les autres épreuves. Et ça t'a jamais arrêté pour participer à nouveau, franchement? Non. Ce qui m'attire vraiment là-dedans, c'est le challenge Koh Lanta dans sa globalité, la survie, les épreuves et bien sûr les 100 000 € promis aux gagnants. Hein. Oui. Parce que si on ne vient pas là pour aller gagner, ça ne sert à rien d'être là déjà. Donc, mais ce n'est pas ma première motivation. Oui. Mais je ne l'oublie pas pour autant.
Oui, donc c'était partagé entre rester droit et puis en même temps, il y a ce côté challenge. Même si effectivement, tu n'as jamais vraiment voulu jouer de stratégie, finalement, en fait, toi, ton vrai truc, c'était OK, il faut que je gagne un maximum d'épreuves, il faut que je... C'est quand même un mental où tu te dis, en même temps, tu es dans la communauté, mais en même temps, tu es pour toi, quoi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment très, très, très compliqué de gagner toutes les immunités. Ce n'est pas forcément impossible, mais c'est vraiment très dur. Et donc, la meilleure arme aussi là-dedans, si, comme moi, je ne suis pas très stratège, ben, c'est au moins d'être dans la meilleure alliance pour pouvoir aller au moins le plus loin possible et pourquoi pas ben, gagner. Quoi. Ouais. Des 4 saisons que tu as faites, est-ce qu'il y en a une qui ressort le plus ou chacune a un truc qui fait que? Non, la première saison. La première saison à Rajampat en 2011, parce que ben, c'est une découverte. Pendant des années que je voulais le faire, j'y arrive et je suis finaliste. Et puis j'ai fait vraiment de belles rencontres aussi depuis cette saison-là. Est-ce que, tiens là, je vais relire une question par exemple de Ave Amun Raouri, un deuxième candidat polynésien pour accompagner Tehura dans les prochains Koh Lanta. Ben, j'espère. Genre, Ali, c'est le moment peut-être d'y aller les amis. J'espère, hein, Raouri. Prépare-toi. Non, mais j'ai toujours souhaité, en fait, depuis ma première participation, ben, qu'il y ait d'autres Tata Tahiti, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, ben, qui s'inscrivent et qui soient vraiment, qui le fassent, en fait, cette aventure. Ben, jusque-là, ça n'a pas encore été le cas. Mais je souhaite toujours. Hein. Mais je sais qu'il y en a qui se sont inscrits. Oui. Ouais, parce qu'ils me demandent quelques conseils justement pour pouvoir passer le casting. Hein. Quels conseils est-ce que tu donnes les conseils un peu vraiment précieux, on va dire, pour passer le casting, bah, déjà d'être vrai, d'être soi-même sur sa lettre de motivation, parce que c'est la première chose que le caster va connaître de toi. Donc, être soi-même, voilà. Mettre ses vraies motivations pour participer à Koh Lanta. Tu te souviens de ce que tu avais mis, toi? Oui, je crois que j'en parle dans le livre aussi. Ben, voilà, j'ai clairement dit à un moment que depuis une dizaine d'années, il n'y a jamais eu de Polynésien dans votre aventure et je serais honoré d'être le premier. Voilà, ce qui a été le cas d'ailleurs et je pense que ça a eu une accroche aussi sur ce passage. J'avais mis que, bien sûr, les 100 000 euros, j'en ai besoin pour créer mon entreprise, etc. Voilà, je voudrais me confronter à la dureté de l'aventure, sur les épreuves qui m'impressionnent à travers l'écran. Voilà, des choses qui accrochent, mais aussi dans le sens où il faut toujours montrer sa volonté d'aller vers l'avant. Hein? Et puis après, si vous avez la chance d'être appelé, eh bien, restez encore vous-même pour rester cohérent sur votre lettre de motivation et de toujours répondre aux questions par la positivité. Parce que le casteur, il va vouloir te piquer un peu, tu vois, chercher un peu la petite bête. Mais si sur ta réponse, tu es un peu clash et que ça donne une impression de faire reculer le casteur, hein, et en même temps, toi, du coup, quand c'est négatif, c'est pas forcément bien pour la continuité de ta participation à Koh Lanta. Donc là, il y a le côté lettre de motivation et puis le physique aussi. Oui, forcément, il faut être en bonne santé. Il y a des voilà, ils te demandent des choses, genre il ne faut pas avoir ci, il ne faut pas avoir ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Voilà, une fois qu'on a bien avancé dans le casting, il y a des tests médicaux, il y a des épreuves physiques, et puis le grand débat, la grande discussion avec le grand jury composé de TF1, la production, la psychologue, enfin, et vraiment un super jury. Là, il ne faut pas être réservé ou timide. Et encore une fois, il faut toujours aller dans la positivité pour montrer que une fois sur l'île, une fois dans l'aventure, tu veux aller au bout en fait.
Parce que si tu commences à dire, ouais, mais je veux vraiment faire l'aventure, mais je m'en fous des 100 000 euros. Quand tu dis ça, déjà, ça arrête, pim, ça veut dire que tu ne veux pas aller au bout. Ouais. Parce que Koh Lanta, c'est 100 000 euros qu'il y a au bout. Hein. Donc si tu dis que je m'en fous d'aller au bout, bah, ils ne vont pas te prendre. Ouais. Enfin, pour moi en tout cas. C'est bien d'avoir des petits tips de ta part. En tout cas, moi qui ai lu ce livre, effectivement, tu as dit pas mal de choses, mais vraiment, il y a encore plus de choses dans le livre. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression que tu nous racontes du début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'après Koh Lanta. Et moi, j'aimerais terminer sur ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? De vendre beaucoup de livres. Bah, je déjà. pense que Christian Robert sera d'accord aussi avec moi. Non, bah, écoute, dans mes projets, bah, voilà, j'aimerais vraiment bien aboutir l'ouverture de mon restaurant et continuer à partager encore plus de notre culture culinaire, même la danse, parce que j'ai repris un petit peu la danse de temps en temps. Excellent, Mais, ouais. voilà, enfin un peu de tout ça. En tout cas, pour moi, je suis fier aussi d'avoir ce statut d'ambassadeur de la Polynésie en métropole, en Europe même. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'autre? Gagner Koh Lanta? Si on me réinvite, Oui. si on me réinvite, bien sûr, ça sera le but dans tous les cas. Et non, surtout de revenir de temps en temps, vous rencontrer encore. Pour discuter un peu plus aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, et surtout, si j'ai un message à faire passer, si tu permets, bien sûr. De faire attention à ce qui se passe en ce moment. Je dis toujours, la meilleure arme contre ce virus, c'est nous-mêmes. Si on respecte les gestes barrières, si on se respecte, on respecte les autres. Donc, je pense qu'on aura moins de propagation de ce virus. Et en attendant, que des solutions arrivent côté médical. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Teheura pour cet échange. C'était vraiment passionnant. Comme à chaque fois qu'on doit te suivre, je pense que ceux qui te suivaient déjà te suivront toujours et ceux qui ne te suivaient peut-être pas et qui ont pu voir voilà, qui tu étais, l'aventurier que tu es, et voilà. On peut te souhaiter que le meilleur. Ça y est, le copain, il a ouvert son chocolat. Je ne l'ai pas oublié. Mais c'est parce que tu veux partager avec nous, c'est pour ça. Donc, Maruru Mate A, pour ceux, effectivement, désolé, j'ai vu qu'il y avait, je viens juste de voir qu'il y a beaucoup de demandes par rapport notamment aux livres, pour les dédicaces. C'est vrai que ceux qui ne peuvent pas acheter par carte bancaire, parce que si c'est sur Internet, c'est voilà. Il y a, voilà, sur Tahiti, ils sont dans les librairies, oui. dans chaque point de vente. Je pense que les gens veulent la dédicace surtout. Je suis encore là par rapport au salon jusqu'à dimanche et je prends l'avion dans quelques jours. Ok, d'accord. Bon, ça veut dire que pour ceux qui veulent... Si vous me croisez, n'hésitez pas avec votre livre. Ok. Bon, en tout cas, Maruru Mate A. Avec plaisir. Maruru pour le chocolat. Non, avec grand plaisir. Regarde, tiens. Hop. C'est pour toi. Mais il n'y a pas tellement de gestes barrières là. Après, on s'est lavé les mains. Mais bon. Oui, je me suis lavé les mains. Ça, c'est pour toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et surtout, merci à toi de faire rayonner autant notre culture et l'humilité. Vraiment, moi, je retiendrai ça d'un super aventurier. Maruru. Maruru.